Alors, je ferai un petit peu court, mais c'est simplement pour préciser qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment dire que c'était un homme absolument formidable, qu'on entend même dire, comble de l'ironie, que c'était un féministe et que c'est grâce à lui que, voilà, que, il y a eu des victoires féministes. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas grâce à Valéry Giscard d'Estaing que l'avortement a été autorisé ou la pilule contraceptive, etc. C'est grâce au combat féministe. C'est grâce aux femmes qui se sont battues dans la rue et qui ne lui ont pas laissé le choix. Tout comme l'autorisation du droit de vote à 18 ans, c'est grâce aux émeutiers de mai 68 qui se sont battus. Certains en sont même morts, contrairement à ce qui se dit souvent dans les médias, il y a eu une dizaine de morts en mai 68, beaucoup de blessés graves, d'éborgnés, etc. Et c'est pas donc VGE qui a obtenu, qui a autorisé lui tout seul, qui a accordé ses droits. Il a simplement suivi un courant historique mondial. Et voilà, c'était loin d'être le modernisateur que l'on présente. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing a accepté la mise à mort d'un détenu qui était condamné à mort. Il a refusé de le gracier personnellement, et donc il est coupable de cette mort-là, par exemple. Pour un modernisateur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, on entend dire, par exemple, Pécresse, Valérie Pécresse et Rachida Dati célébrer ce grand homme. Par exemple, elles proposent toutes les deux, grandes intellectuelles, elles aussi, bien sûr, elles proposent de rebaptiser le musée d'Orsay et de l'appeler le musée Valéry Giscard d'Estaing. Faudrait quand même pas déconner non plus. C'est dommage qu'on entend toujours les mêmes personnes parler et qu'on n'entend pas, par exemple, les serviteurs de ce châtelain. Je précise que c'est quelqu'un qui possédait plusieurs châteaux, qui percevait, comme je l'expliquais dans un post que vous pouvez retrouver directement sur Facebook, qui percevait plus de 6 000 euros par mois de retraite. On n'entend jamais les serviteurs. Par exemple, on sait qu'à l'Élysée, il obligeait, quand il y avait des invités dans son royaume, ce petit royaume qui était l'Élysée pour lui, il obligeait qu'on serve toujours sa famille à lui en premier et que les autres soient servis après. Je précise aussi qu'il avait des chauffeurs et des gardes du corps qui, depuis aujourd'hui, sont enfin libérés de cet homme-là. Jean Castex, notre Premier ministre, qui va parler, qui parle en ce moment même pour, encore une fois, ne rien dire et nous annoncer des fausses nouvelles, comme à chaque fois qu'ils font des déclarations, ils nous annoncent des trucs qu'on savait tous déjà. Il a dit que Valéry Giscard d'Estaing était un homme de progrès et de liberté. Alors je demande à Jean Castex, est-ce qu'il a fait l'effort d'écouter les familles des victimes de l'empereur Bokassa, qui a torturé des milliers de personnes dans ce pays, et qu'est-ce qu'ont pensé les familles de ces victimes de Bokassa quand elles ont vu Giscard recevoir les diamants de cet homme-là, avec les photos et tout ça. Je pense que ces personnes-là n'ont pas imaginé que Giscard était un grand défenseur des droits de l'homme et de la liberté. Je précise enfin qu'il a écrit un livre complètement pourri, un roman, je vous invite à le lire si vous aimez la littérature. Vous verrez que j'invente pas, que ce grand académicien était un piètre auteur, voilà, et qu'il est condamné à l'oubli, comme Jean d'Ormesson par exemple, ou quelques autres. Fin de précision sur Giscard, je préfère parler d'autre chose parce que ça me fait péter un câble, je supporte même plus d'écouter les médias aujourd'hui parce qu'ils sont tous à l'encenser, alors que c'était un réactionnaire notable. Voilà, je préfère prendre le large et aller parler d'autre chose, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, avec différentes brèves. Mais restons encore une fois, on parlait du cas d'un homme de 23 ans qui a été tué accidentellement hier dans le Lot. Il a été tué par quoi? Par un tir provenant d'un groupe de... c'est pas un groupe de racailles, non, non, c'est un groupe de chasseurs. Ben, c'est pas un règlement de compte dans les quartiers nord de Marseille, non, c'est un groupe de chasseurs qui a tué ce jeune homme de 23 ans alors qu'il se promenait à 100 mètres de son domicile, a indiqué le maire du village. Voilà. Voilà ce qui se passe aussi en France. Rappelons qu'il y a chaque année une douzaine de personnes qui se font tuer par des chasseurs. Alors on dit que c'est des accidents, oui, non mais n'empêche que ça doit être des accidents. S'il n'y a pas de gens qui tirent dans la nature avec des fusils, il y aura vachement moins d'accidents. Bref, précision quand même sur la chasse. Vous savez que dans mes chroniques, j'essaie de parler en termes moitié vide, moitié plein, que tout n'est pas forcément aussi simple que ce qu'on croit. C'est un peu plus complexe que d'imaginer que je serais totalement contre tous les chasseurs. Et non, parce que moi aussi, je pense qu'il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Pourquoi? Parce que, précision donc, sur la chasse, pour parler de la chasse, il faut parler du système agricole français et des animaux dans le système agricole français. Notre système d'agriculture, une industrie totalement mortifère, sponsorisée par la PAC, la politique agricole commune, la politique de l'Union européenne pendant des décennies,
Donc un système dont les acteurs qui nous ont nourris, certes, pendant des décennies, nous aussi, on a grandi grâce au lait et grâce à la malbouffe que les agriculteurs français ont fabriquée, donc ils nous ont nourris, mais ils ont surtout détruit l'écosystème dans lequel on vit. Et d'ailleurs, ces agriculteurs payent de façon salée l'addition, puisque maintenant que la PAC a décidé de leur couper les vivres, eh ben voilà, ils payent les frais de leur veulerie passé, et ils aussi actuellement ces agriculteurs qui ont détruit l'environnement avec des tonnes de pesticides qu'ils ont balancés en connaissance de cause, parce qu'ils sont paysans depuis des générations, alors il ne faut pas croire qu'ils ne savaient pas ce que c'était que de balancer des produits chimiques bleus fluo dans la nature. Et aujourd'hui, ils le payent, comme vous le savez, j'en avais parlé dans des chroniques, entre suicide et cancer des testicules, ça dépend desquels. Pesticides oblige, donc voilà, ils payent l'addition. Et donc ce système affreux agricole a généré en France, il faut savoir quand même, une surpopulation de grands gibiers, notamment de sangliers. Il y a de fait en France une énorme population de sangliers qu'il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on soit pro-chasse ou pas, qu'il faudra de toute façon réguler, et on aura sans doute besoin des bons chasseurs, parce qu'il y en a, qui ne s'adonnent pas à la boucherie, on aura sans doute besoin d'eux pour réguler cette présence de sangliers qui résulte d'une agriculture industrielle, comme je l'expliquais, et qui risque dans tous les cas de détruire une partie du maraîchage et de continuer à se développer. Donc voilà, donc il faudra des bons chasseurs pour tuer ces sangliers en trop, et puis ce qui nous fera en plus, par ailleurs, un petit apport de protéines non issues de l'élevage, c'est ce qui ne sera pas plus mal. Et voilà, donc c'est toujours important de se placer dans les décennies futures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me placer à au moins 40, 50 ans. Ceci m'amène à vous parler d'un inédit historique. Vous savez que dans mes chroniques, j'aime bien vous parler de choses qui ne se sont jamais passées dans l'histoire de l'humanité. C'est un peu mon grand dada d'essayer de trouver chaque semaine des trucs inédits, voilà, des trucs pour la première fois de toute la vie. Et donc, pour la première fois dans la très longue histoire des êtres humains, eh bien, cette semaine, de la viande artificielle va être autorisée à la vente. Alors, où ça, à votre avis, je vous pose la question. Dans quel pays est-ce qu'il y aura de la viande artificielle en vente? En Amérique, un truc comme ça? Eh bien non, en fait c'est en Asie, c'est à Singapour. En effet, l'agence de sécurité alimentaire de la riche cité-État, donc Singapour c'est une ville, hein, c'est une ville qui est carrément un État, en Asie du Sud-Est, a autorisé hier la start-up américaine Eat Just à vendre ses morceaux de poulet cultivés en laboratoire à partir de cellules animales. Alors, ce phénomène est important car la consommation de viande devrait augmenter de 70%, c'est énorme, c'est colossal. La consommation de viande va augmenter de 70% d'ici à 2050, donc dans les 30 prochaines années à venir. Et 30 ans, c'est rien du tout. 30 ans, c'est même pas du long terme, c'est du moyen terme. On a tendance à croire que le court terme, c'est... Ben non, en fait, nos rapports au temps sont un peu déformés par l'accélération grâce aux nouvelles technologies. Mais 30 ans, c'est très proche, c'est demain. Dans 30 ans, nos enfants seront encore jeunes, par exemple. On aura un petit coup dans l'aile. Mais bon. En tout cas, d'ici 30 ans, 70% de consommation de viande en plus. Donc c'est un problème énorme. Et c'est évidemment, ceci est un des principaux moteurs du changement climatique. C'est le fait que nous mangeons de la viande et nous mangeons beaucoup trop de viande. Et donc, bah, voilà, on va démarrer la viande de synthèse. Voilà, la question de la viande, de notre rapport à l'alimentation et à la viande est une des tendances majeures que j'essaie d'analyser dans ces chroniques depuis quelques années. Et pourquoi? Parce que ça participe de cette révolution anthropologique que nous vivons actuellement et qui s'accélère, c'est-à-dire une transformation radicale des sociétés humaines. Je rappelle les quelques lignes de force que j'analyse dans ces chroniques. Il y a d'une part l'effondrement du patriarcat, d'autre part le refus de plus en plus grand des injustices, quelles qu'elles soient, et une revendication de dignité. Il y a ensuite le métissage, le mélange des peuples, que révèle par exemple la musique, et que rien ne peut ralentir, et qu'aucune politique xénophobe et raciste ne pourra freiner. Et il y a aussi donc ce refus grandissant de la souffrance animale, qui va de pair avec un refus de la souffrance humaine. Ça participe, à mon avis, de ce processus de civilisation générale de notre espèce. Et donc, à terme, nous allons observer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, une baisse de la consommation de viande. Même si, en attendant, pour l'instant, eh bien, on a l'impression que ce n'est pas le cas, puisqu'évidemment, il y a l'Inde et la Chine, où se développe une classe moyenne et où donc la consommation de viande là-bas explose. Comme ce fut le cas d'ailleurs en Occident. Mais tout va beaucoup plus vite, donc les gens mangent de la viande très vite en ce moment en Chine et en Inde. C'est pas qu'ils mangent vite, bon, si, ils mangent vite aussi, trop vite sans doute, mais ils en mangent de plus en plus. Mais là-bas aussi, ça baissera. À terme, ça baissera. Parce que ce soit par refus de la barbarie de l'élevage concentrationnaire ou pour des raisons climatiques,
de toute façon, la consommation de viande sur Terre par les humains va baisser. On n'a pas le choix. C'est ce qui va se passer. Et c'est pas forcément grave, c'est pas forcément un problème. On en a peut-être moins besoin. Même si la viande, notamment la viande cuite, a permis notre développement, a permis le développement de notre cerveau et nous a permis de nous propulser dans le monde magnifique dans lequel nous sommes aujourd'hui et de ne pas rester dans les forêts en tant que cueilleurs et chasseurs, voilà, eh bien, on en a peut-être moins besoin aujourd'hui. On peut peut-être évoluer. C'est pas parce qu'on a toujours mangé de la viande que l'on mangera toujours de la viande. Alors ça, c'est toujours cette bêtise de croire que parce que ça a toujours existé, pardon, ça devrait toujours continuer à exister. Eh bien non. C'est-à-dire que même si on pouvait constater que le patriarcat a quasiment toujours existé, ça ne veut pas dire qu'il existera toujours. Vous voyez? Parce qu'on évolue, c'est le principe de l'évolution. C'est comme ça que ça marche, l'évolution. Avant, les humains étaient tous noirs. Pendant très longtemps, ils ont toujours été noirs. Ben, ça n'a pas empêché qu'à un moment, ils deviennent blancs. Voilà, ça change, les choses changent. Donc, même si l'humain a toujours été carnivore, longtemps omnivore, à certains moments un peu plus carnivore, eh ben, ça peut changer. Et donc, la viande de synthèse qui vient d'être autorisée cette semaine pour la première fois dans notre histoire, pourrait aider à répondre à cette demande en hausse de protéines animales d'une population humaine qui atteindra bientôt les 10 milliards. Donc dans 30 ans, en 2050, nous serons 10 milliards sur cette Terre, c'est à peu près sûr. Là aussi, on dit que bon, ben, on peut pas dire l'avenir, on peut pas dire le futur, la science n'existe pas. Sauf qu'il y a la démographie. La démographie, c'est l'étude de la natalité, c'est l'étude de la mortalité et de la natalité. C'est une science qui consiste à étudier comment évoluent en nombre les sociétés humaines, et c'est une science qui se trompe finalement assez peu. Par exemple, les démographes avaient prévu une stagnation de la population en Amérique latine, c'est ce qui se passe. Et les démographes prédisent que nous arriverons à 10 milliards d'humains d'ici 30 ans, et qu'après, on va stagner, plafonner à 10 milliards et progressivement baisser. C'est ce qui va probablement se passer, hormis des événements climatiques majeurs ou un astéroïde qui tombe. Et oui, là forcément, ça change toutes les prédictions. Mais toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire dans des conditions à peu près normales, sans événements massifs, eh bien voilà ce qui va se passer, on sera 10 milliards, et ensuite ça va stagner et ça va baisser. Pourquoi est-ce que la démographie, le nombre d'humains sur Terre va progressivement stagner et baisser? Ce dont on ne se rend pas compte, parce qu'actuellement on est encore dans la courbe d'explosion, de la phase d'explosion de la courbe. Pourquoi? Bah, c'est sans doute un signe de l'intelligence humaine qui progresse, c'est un signe de l'intelligence collective. Les humains comprennent, où qu'ils soient, que ce soit au Nigeria, en Inde, au Bangladesh, ou n'importe où vous pouvez l'imaginer, les humains ne sont pas bêtes, contrairement à ce qu'on croit, même s'ils ne savent pas lire et écrire, et ils comprennent intuitivement que nous sommes trop nombreux sur la planète. Et partout, ils font et feront moins de bébés. C'est pour ça qu'il faut un peu arrêter de paniquer tout le temps, même si le monde va très mal, hein. J'essaie juste, moi, de renverser la tendance. Donc, tout le monde fera moins de bébés, quoi qu'on en dise. Voilà donc une vérité précieuse que nous offre la science et la démographie, par exemple. Revenons à Eat Just, cette firme américaine qui a indiqué avoir produit plus de 20 lots de viande de poulet artificielle. Alors d'abord, ils vont vendre ça dans des nuggets. Voilà, ils produisent ça dans des bioréacteurs avec 1200 litres. Avant de, voilà, après ils ont fait des tests de sécurité, puis ils ont dit que c'était bon, hein, les tests. Vous pouvez leur faire confiance, sont super forts pour les tests. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Quelques nuances tout de même à l'écart de la viande de synthèse et de cette biotechnologie qui va faire de la viande artificielle, même si ça peut être peut-être un peu cool sur le problème des protéines animales. Une mise en garde, parce que vous savez que même si j'essaie de transformer le verre en un verre à moitié plein, le verre n'est qu'à moitié plein. Donc il y a bien toute une moitié qui ne va pas. Et donc il faut toujours garder, si on veut penser de façon fine, toujours garder une souplesse critique et essayer de contrebalancer nos propres arguments. Et donc, il ne faudrait pas idéaliser, bien sûr, ce projet de viande de synthèse. En effet, cela risque d'accroître la dépendance à l'égard des multinationales agroalimentaires et des grands groupes industriels et de la technologie, évidemment. Mais d'un autre côté, on peut constater que l'indépendance alimentaire, de toute façon, ça fait déjà très longtemps qu'on l'a totalement perdue dans un pays comme la France. Donc, ça ne sert à rien de crier qu'on a peur que la tech américaine nous fasse perdre notre indépendance alimentaire. On n'en a plus d'indépendance alimentaire. Si Rungis est bloqué, en 3 jours, il n'y a plus à manger dans toutes les grandes villes de France. Donc la panique, l'état de panique, on est déjà dedans. Nous n'avons plus aucune autonomie vitale sur aucun secteur de la vie, de toute façon. Donc on n'a pas à craindre particulièrement Google. C'est un peu un comble d'entendre en France des militants radicaux dénoncer le fait que Google et Facebook installent une dictature technologique et nous priveraient de toute notre indépendance. C'est déjà le cas. L'indépendance, on l'a perdue. L'autonomie vitale, on l'a déjà perdue.
Donc c'est un peu ridicule de crier aujourd'hui, en 2020, à une prise d'otage, alors que ça fait plus de 50 ans, par exemple, que l'humanité a totalement été prise en otage par le système nucléaire, ce qu'avaient symbolisé assez puissamment les Américains avec leur bombardement atomique. Mais en France, voilà, ça fait 50 ans qu'on ne peut plus rien vivre sans la maîtrise technique et technocratique par les élites, notamment sur la question des énergies. Si le nucléaire s'effondre, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Et qui peut gérer le nucléaire? Seules les élites peuvent le faire. Qui ne pourra gérer le démantèlement des centrales nucléaires? Seules les élites. Donc, avoir peur de perdre de l'autonomie vitale à cause de Google et Facebook aujourd'hui, c'est un peu se tromper de timing. C'est un peu avoir un temps de retard sur le processus historique. C'est manquer de rythme. Voilà, c'est fini. On vit déjà actuellement avec un pistolet braqué sur la tempe qui s'appelle le nucléaire. Donc, craindre la tech, bah voilà, on est déjà dedans. Donc maintenant, il s'agit plutôt d'y voir plus clair et de voir ce qui va se passer et comment rebondir là-dedans, comment s'appuyer sur des éléments de la technologie éventuellement, comme ce qui permet de faire de la radio, Internet, ce qui permet de se parler, comment s'appuyer sur ça pour essayer d'inverser la tendance et de retrouver de l'autonomie et de retrouver des capacités d'auto-organisation. Et ça sert à rien de dénoncer des prises d'otages tout le temps alors qu'on est déjà dedans. On est déjà dans une grande cage. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais bon, au lieu de faire de la viande de synthèse, on pourrait quand même dire que l'urgence écologique et la question du bien-être animal exigent simplement, au lieu de fabriquer de la viande en laboratoire, ça exige simplement le courage politique d'affirmer qu'il faudra à l'avenir consommer moins de viande et qu'elle devra être issue de l'élevage paysan sensible. Toujours à ce propos, ce matin, l'association L214 a publié, j'espère que vous en avez entendu parler, des images tournées dans un élevage porcin qui fournit la gamme préférence, c'est la gamme luxe un peu de Herta. Vous savez, les saucisses Herta, eh bien, c'est censé être la filière la plus responsable de cette marque Herta, sauf que L214, eh ben, ils ont réussi à rentrer des caméras cachées dans ce truc-là, et alors je vous laisse imaginer les images. Moi, je regarde plus les images de trucs comme ça parce que j'y arrive pas, ça me plombe trop, ça vide trop mon verre et j'arrive plus à être à moitié plein après, ça me laisse à moitié vide. Et mon imagination, de toute façon, suffit à, voilà, à imaginer la barbarie dont les éleveurs les plus responsables d'ERTA sont capables. Je souhaite donc à ces éleveurs, vu que la filière viande dans laquelle ils travaillent va s'éteindre, je leur souhaite donc un bon suicide, car ils l'auront bien mérité de toute façon. Précision tout de même, on sait depuis peu, grâce à une enquête de journalistes français, que l'association L214, qui dénonce donc la souffrance animale, à juste titre, est en bonne partie financée par eh bien, elle est financée par les industriels américains qui justement fabriquent la viande de synthèse. Et oui, nuance sur nuance, bah voilà. Et donc forcément, comme quoi c'est compliqué. Donc on n'est pas trop pour les industriels américains qui font ça. On aime bien un peu L214, mais voilà, c'est le bordel, c'est complexe. À vous de vous faire votre avis sur ces trucs-là. Animaux toujours, car c'est important. Les animaux, c'est pas juste un sujet secondaire. On a longtemps ridiculisé Brigitte Bardot, qui d'ailleurs était un soutien notable de Giscard, donc on s'est longtemps moqué de Brigitte parce que voilà, parce qu'à l'époque elle paraissait ridicule, mais sur la question animale, même moi je suis bien obligé de reconnaître qu'elle a eu raison en avance sur tout le monde, qu'elle a eu un temps d'avance sur son temps et qu'elle a fait bouger des choses. Et donc les animaux, on reste sur la question donc de la souffrance animale et on part au Pakistan. Et oui, des tours improbables qui font la saveur de ces chroniques, c'est vraiment ma spécialité d'essayer de faire des twists comme ça dans l'actualité mondiale. Au Pakistan, cette semaine, la chanteuse mondiale Cher, vous vous rappelez Cher, la chanteuse de pop musique. Bon, bah, a priori, rien à voir avec les animaux et le Pakistan. Ben si, sauf que Cher, cette chanteuse, eh ben, elle fait un peu comme Brigitte Bardot à l'époque. Elle a raccroché le wagon de la lutte contre la barbarie, tout simplement. Et donc elle défend les animaux et elle a débarqué, elle a été en avion au Pakistan et elle a été accueillie par l'actuel Premier ministre pakistanais, ancienne star, qui est une ancienne star de cricket, ce sport importé par les Anglais. Voilà. Et ministre pakistanais qui est récemment converti à un nouvel islam bon teint. Bref, il a accueilli la chanteuse Cher, ce qui est quand même marrant. C'est marrant que Cher, elle aille au Pakistan déjà. Pourquoi? Parce que Cher, elle était là-bas pour sauver un éléphant. Il y a quelques zoos au Pakistan et bah, ça se passe très très mal. C'est un pays où les animaux là-bas, on n'en est pas encore à essayer de, on n'en est pas encore au bien-être animal. Je rejoindrai pas Brigitte Bardot à dire que ces gens ne sont pas civilisés et que voilà, je rejoindrai pas le racisme de Brigitte Bardot en dénonçant
la barbarie des non-civilisés, mais tout de même, il faut noter ça. En tout cas, chose positive, les autorités pakistanaises ont accueilli cette chanteuse de pop music américaine qui est venue donc superviser le sauvetage d'un éléphant qui était très mal en point dans un zoo d'Islamabad. Vous me direz que c'est que du spectacle, que c'est ridicule de faire un tel cirque, c'est le cas de le dire, médiatique. Je rappelle qu'en France, évidemment, les animaux sauvages en cirque ont été interdits très récemment et que de toute façon, quoi que vous fassiez, la corrida s'éteindra. Ça, c'est une prédiction sûre. Les animaux dans le cirque, c'est fini, la corrida, c'est fini. Et donc, là-bas aussi, donc vous allez me dire, bon, bah, ça fait beaucoup de points, alors que c'est un peu ridicule de parler de ça dans un pays, voilà, on fait tout un cirque pour sauver un éléphant malade du zoo d'Islamabad, dans un pays où des millions de gens meurent de faim, où des milliers de femmes sont massacrées chaque année sous les coups de leur mari ou de leur père ou de leur frère. En effet, c'est un peu pourquoi parler de ça. Bon, déjà, je précise que je parle aussi du reste. Donc, si je me permets de parler de ça au Pakistan, c'est parce que je précise tout le reste de l'année, tout ce qui se passe par ailleurs, notamment pour la condition des femmes. Et moi, je vois quand même dans cette capacité à interagir entre une star occidentale de la pop musique américaine et une partie de la société pakistanaise un bon signe. Voilà, c'est qu'il y a une partie du pays là-bas qui commence à ne plus accepter la maltraitance contre les animaux. Et c'est une. Bon, voilà, la maltraitance là-bas, comme je disais, c'est assez habituel, que ce soit contre les singes ou contre les serpents, hélas, il faut le reconnaître, ça sert à rien de donner dans l'antiracisme bon teint et de dire que non, c'est pas vrai, c'est leur culture, on les respecte. Ben non, moi je respecte pas quelque culture que ce soit, je m'en fiche qu'ils soient chinois, j'ai beau être ethnocentriste si vous le voulez, je respecte pas des Chinois qui coupent la tête vivante d'un singe pour lui manger son cerveau tout chaud. Non, pour moi ça c'est de la merde, c'est de la barbarie. Et je m'en fiche d'être raciste. Si ça c'est être raciste, ben, je veux bien l'être. Bref, il y a des pays où la barbarie contre les animaux est bien plus forte qu'ici, mais là-bas aussi ça recule. Et donc, ça nous aide à comprendre ben voilà, il y a des choses qui bougent. Parce qu'ils auraient pu dire à Cher, non, mais c'est bon, qu'est-ce que tu viens de nous donner des leçons, on fait ce qu'on veut avec nos éléphants ici. Mais non, ils l'ont accueilli et ils ont laissé ce déplacement de cet éléphant, un éléphant âgé, obèse et devenu autiste à cause de maltraitance, qui va pouvoir rejoindre ses congénères dans un autre pays d'Asie du Sud-Est, un peu plus lointain, dans sa région d'origine. Et voilà, donc une partie de la société pakistanaise a accueilli Cher. Et ben, c'est quand même cool, quoi. C'est anecdotique, mais moi je trouve que c'est cool. Éléphant toujours, et après j'arrête avec les animaux promis, je laisserai la parole à la nièce. On part en Namibie. La Namibie, c'est un pays d'Afrique, un pays très peu peuplé en Afrique australe, qui est actuellement en proie à la sécheresse. Et voilà, donc il faut savoir qu'en Afrique, ils ont d'autres problèmes que le coronavirus ou que des histoires de vaccins. Ils s'en foutent complètement des effets secondaires des vaccins ou de la mort de VGE. En Afrique, ils ont un problème d'alimentation. Là-bas, leur problème, c'est la sécheresse et c'est les criquets qui bouffent tout. Ils crèvent de faim. Donc les effets secondaires des adjuvants d'un vaccin, ils s'en tapent le cul. Bref, en ce moment, en Namibie, c'est la sécheresse. Et donc, le pays, chose assez étonnante, a mis en vente 170 éléphants vivants. Alors, pourquoi? Ça m'a fait bugger. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un gouvernement met en vente, met une annonce pour vendre 170 éléphants vivants? Eh bien, pour restreindre leur nombre sur son territoire, donc des éléphants sauvages, en raison notamment des conflits croissants entre les humains et les animaux de cette espèce qui est pourtant menacée à l'échelle du continent. La Namibie abrite quelques 28 000 pachydermes, donc des éléphants, et j'avais déjà expliqué dans une précédente chronique qu'il y a certains endroits du monde, particulièrement en Afrique, où les villageois craignent les éléphants, car chaque année les éléphants font des morts. Ça, il faut le savoir, nous les éléphants, ça nous paraît juste des trucs sympas à sauver, sauf que quand vous vivez dans certains villages d'Afrique et qu'il y a la sécheresse, les troupeaux d'éléphants, qui ont été à juste titre protégés et qui ont vu leur population grandir de nouveau, eh bien, se rapprochent des villages et des zones cultivées. Et quand vous avez des éléphants qui s'approchent, eh ben, ce n'est pas avec des barbelés ou avec des barrières que vous les freinez. Un troupeau d'éléphants, ça défonce tout sur son passage et ça arrive la nuit dans les maisons et ça peut manger ce qu'il y a à l'intérieur, chercher la nourriture dans les maisons, ça peut piétiner des gens pendant qu'ils dorment la nuit, ça peut piétiner des enfants, etc. C'est ce qui arrive chaque année dans certains endroits d'Afrique. Et en plus de défoncer toutes les cultures. C'est un peu comme nous avec les sangliers, sauf que là-bas c'est un peu plus balèze. Mais même ici, un troupeau de sangliers, les barbelés, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, lors de l'indépendance de la Namibie en 1990, le nombre d'éléphants était tombé à 5000, mais il a fortement remonté depuis la mise en place d'un programme de protection salué dans le monde entier. Problème, aujourd'hui, il y en a trop, voilà. Et donc, au lieu de les chasser, ce qui est très malin de la part de ce gouvernement très pauvre, eh ben, ils ont eu l'intelligence de les proposer à la vente à d'autres pays. Selon l'encart publicitaire, des troupeaux entiers seront capturés afin de ne pas laisser les petits ou les jeunes
abandonnés. La Namibie avait déjà mis en vente 100 buffles sauvages en octobre. En juin 2019, après avoir déclaré précédemment l'état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse dont on est tous co-responsables, il faut bien imaginer. Ce n'est pas juste un problème africain, c'est notre problème à tous. Le gouvernement avait aussi proposé la vente d'un millier d'animaux, dont 600 buffles et 150 springboks. Je ne sais pas bien ce que c'est, je n'ai pas pris le temps de regarder. Ils ont aussi vendu 60 girafes et 28 éléphants. L'objectif était, selon le ministère de l'Environnement, donc de ce petit pays d'Afrique, de limiter les pertes animales, d'éviter que les gens les tuent au fusil et d'obtenir des aides en dollars pour pouvoir continuer à préserver les espèces. Voilà, j'ai terminé avec les animaux pour aujourd'hui. Je laisse la parole à Agnès. Voilà, Agnès, est-ce que c'est bon? 30 secondes et c'est bon. Et je reviens dans une seconde. À tout de suite, chers amis. Tu me laisses une seconde?